Bonjour. Cette vidéo porte sur la question des femmes dans la société, et en particulier sur le contexte dans lequel est né le mouvement de libération de la femme en Occident. Comment les femmes sont traitées reflète l'état de la société, d'après le Mahabharata, l'épopée de plus de 100 000 vers qui définit la culture indienne et dont la Gita, connue en Occident, n'est qu'un petit extrait. Cette épopée nous mène à remettre en question les notions de bien et de mal et montre qu'en ce monde, même si on pense agir pour le bien, c'est-à-dire en harmonie avec l'univers, on peut être forcé d'utiliser des moyens expéditifs peu recommandables, mais qu'il y a une limite qui ne sera pas franchie, à savoir manquer de respect aux femmes. En d'autres termes, la seule différence entre bien et mal réside dans la manière avec laquelle on traite une femme. Or, tout en gardant à l'esprit les problématiques des statistiques, en France, en moyenne, le nombre de femmes âgées de 18 à 74 ans qui, au cours d'une année, sont victimes de violences physiques, sexuelles et ou psychologiques commises par leur conjoint ou ex-conjoint est estimé à 321 000. C'est sans compter les agressions par d'autres. En outre, les violences commises par les femmes elles-mêmes sont en augmentation, ce qui indique l'étendue de leur dégradation, de leur manque d'estime de soi et surtout de leur grande souffrance. D'ailleurs, aux États-Unis, selon de nombreuses mesures objectives, la vie des femmes s'est améliorée au cours des 35 dernières années, mais les mesures du bien-être subjectif indiquent que le bonheur des femmes a diminué à la fois en termes absolus et par rapport aux hommes. Au-delà du regard qu'on peut porter sur la femme, tout cela est d'autant plus grave que le rôle de la femme est primordial et mieux elle sera traitée, mieux elle pourra le tenir. De plus en plus d'études de divers domaines, y compris la psychologie, la neuroscience, l'épigénétique, confirment l'impact de la relation du nourrisson puis de l'enfant avec sa mère dans la construction de l'adulte qu'il sera. En effet, le petit de l'homme est complètement dépendant d'elle pendant bien plus longtemps que n'est le cas pour les autres mammifères. Déjà dans le ventre de sa mère, en complète symbiose, il est fortement imprégné par son état d'esprit et son comportement. Une étude publiée en 2004 a soulevé la possibilité que le comportement d'une mère puisse affecter la chimie de l'ADN de sa progéniture, et donc pourrait être transmise ultérieurement à plusieurs générations futures. La maltraitance n'a nul besoin d'être physique. Par exemple, on sait qu'une mère stressée, qui néglige ou qui simplement ne respecte pas les différences générationnelles, notamment en imposant à l'enfant des responsabilités qui ne sont pas de son âge, qui en fait son soutien émotionnel, voire le transforme en son compagnon dans un climat incestueux, peut dans le futur provoquer chez celui-ci des problèmes de santé graves tels la sclérose en plaques ou encore des problèmes comportementaux qui l'empêcheront de construire des relations saines et stables à long terme et pourraient le mener à commettre ou à subir des actes de violence, notamment dans le cadre conjugal, mais pas seulement. C'est bien plus probable dans le cas des enfants dont la mère est violentée par son conjoint ou est célibataire et qui en plus subissent bien trop souvent la violence de la part des partenaires de leur mère. Les enfants qui grandissent sans père sont plus susceptibles d'avoir des problèmes et cela dans tous les milieux sociaux, y compris les milieux aisés. Aux États-Unis, 85% des enfants présentant des problèmes de comportement sont élevés par une mère seule. Or, en France, il y aurait entre 1,5 et 2 millions de mères célibataires, des chiffres en constante augmentation depuis ces 10 dernières années. Par ailleurs, des études montrent qu'une mère violentée ou célibataire est plus susceptible d'avoir elle-même subi des traumatismes dans son enfance.
Et donc la monoparentalité féminine ainsi que la violence faite aux femmes au sein de la famille perpétuent la violence dans la société. On peut donc légitimement se poser des questions sur la prétendue libération de la femme. Certes, elle a bénéficié à un petit nombre qui sont à même de profiter de ses avantages, ceux de s'accomplir dans une activité de leur choix et ainsi de s'épanouir pleinement. Mais a-t-elle été si positive pour la plupart? Que s'est-il passé? Comme la place de la femme dans la société est affaire de culture, je discuterai de ces questions dans le cadre de la culture occidentale, où les femmes ont été opprimées pendant des millénaires, ce qui n'est pas le cas partout, notamment en Inde, contrairement à ce qui est communément cru. Dans la Grèce antique, surtout à Athènes, les femmes ne pouvaient être citoyennes et donc n'avaient pas de droits politiques. Ces droits en tant qu'héritières étaient limités. Filles et garçons étaient éduqués d'une manière plus ou moins similaire, mais le but ultime de l'éducation d'une fille était de la préparer à son rôle de mère de famille et non pas de stimuler directement le développement intellectuel. Les femmes mariées étaient juridiquement sous l'autorité totale de leur mari. Durant la période romaine, elles sont restées juridiquement sous l'autorité de leur père ou de leur mari. En France, elles ont bénéficié d'une marge de liberté durant la période féodale au Moyen Âge, mais la Renaissance y a mis fin. Au cours du XIVe siècle, on voit se développer une conception de la famille comme le fondement sur lequel s'appuyait l'édifice de l'État moderne, régi par le chef de famille. La défense de l'institution familiale impliquait notamment de protéger la dignité de l'épouse, puisque le maintien matrimonial la plaçait au centre de la vie domestique. Une femme devait donc être traitée avec respect. Sur le plan matériel, elle était protégée par la communauté des biens et par le douaire, une sorte de rente ou de viager qui garantissait son indépendance économique si son mari décédait. En contrepartie, juristes, moralistes, hommes d'église s'accordaient pour exiger d'elle obéissance, modestie, chasteté, etc. En d'autres termes, il s'agit de ce qu'on pourrait appeler le patriarcat, où les femmes sont considérées devoir être soumises, y compris en matière sexuelle et reproductive. De même dans d'autres parties de l'Europe occidentale, notamment en Angleterre. C'est en 1938 que les femmes françaises ont obtenu le droit de s'inscrire à l'université ou de signer un chèque sans le consentement de leur mari. Il faudra attendre 1965 pour qu'elles obtiennent le droit d'ouvrir un compte bancaire et de travailler sans son consentement. Et ce n'est qu'après-guerre, en 1944, qu'elles ont obtenu le droit de vote. Or, une relation entre soumission et domination est, pour le psychologue et philosophe Erich Fromm, de nature symbiotique. Les deux personnes ont perdu leur intégrité et leur liberté. Elles vivent l'une de l'autre et sont en outre constamment menacées par l'hostilité consciente ou inconsciente qui ne manquera pas de se manifester. Donc, une telle relation, plus elle dure, plus elle risque d'avoir des conséquences pernicieuses. Il devient difficile de vouloir s'en libérer. Les soumis apprennent à survivre en manipulant et contrôlant les dominants à leur manière. Dans le cas des femmes, d'avoir été traitées pendant des millénaires comme des mineurs irresponsables en raison du lien à leurs enfants, la liberté peut sembler d'autant plus angoissante. Il n'est donc pas très étonnant que jusqu'aux années 60, le mouvement de libération n'ait été l'affaire que d'une petite minorité. Mais même en ce qui concerne cette minorité,
Une soumission prolongée ne mène pas nécessairement à une analyse de l'oppression, mais plutôt au désir de prendre la place des oppresseurs sans remettre en cause et changer le système de valeurs qui sous-tend l'oppression. Il devient alors aisé de manipuler le désir d'émancipation. Bien avant le tournant du XIXe siècle, l'importance du rôle des femmes dans le façonnement de la société avait été bien analysée par des membres d'un groupe connu sous le nom des Illuminati afin de les utiliser pour faire émerger la société qu'ils voulaient. Les femmes devraient donc être notre principale étude. Nous devrions nous insinuer dans leur bonne opinion, leur donner l'idée de s'émanciper de la tyrannie de l'opinion publique et de se défendre elles-mêmes. Ce sera un immense soulagement pour leurs esprits asservis d'être libérés d'un lien de contrainte et les feront travailler pour nous avec zèle, sans le savoir, car elles ne feront qu'assouvir leurs propres désirs d'admiration personnelle. Parler de conspiration serait exagéré. Conspiration implique planification coordonnée. Il faut replacer cette citation dans son contexte. À la suite de la tyrannie de l'Église catholique, qui pendant près d'un millénaire avait imposé une chape de plomb sur la liberté de penser et forcé l'acceptation de contre-vérités au nom de la vérité, comme dans toute soumission, parmi ceux qui rêvaient de liberté, beaucoup voulaient surtout retourner la situation. Si on ne prend pas le temps de la réflexion, il est alors aisé de croire, si on a souffert du pouvoir, que si celui-ci était entre nos mains, nous en ferions un meilleur usage et qu'imposer nos valeurs serait pour le bien commun. Dans l'Europe des Lumières du XVIIIe siècle, l'absence de réflexion avait en particulier débouché sur un mélange paradoxal de rationalisme et d'occultisme. D'un côté, les succès d'une approche scientifique, surtout depuis le XVIIe siècle, avaient engendré une foi passionnelle, dirais-je irrationnelle dans la raison, notamment en réaction aux dogmes invraisemblables de l'Église. Ces autres formes ayant été elles-mêmes opprimées, le christianisme était devenu assimilé à ces dogmes. Il en était résulté un profond dilemme. Rejeter la religion ou rejeter une compréhension du monde fondée sur la raison. S'en tenir aux deux aurait impliqué soumettre la religion et la raison à un examen critique et éthique. D'un autre côté, l'homme ne peut que vivre difficilement dans un matérialisme rigide que notre expérience quotidienne nous révèle faux. L'occultisme, hérité des Babyloniens et des Égyptiens, présent dans certains milieux, notamment ceux liés à l'alchimie dont l'importance était loin d'être négligeable, a pris racine avec l'accroissement de l'alphabétisation qui elle-même est due aux idées politiques radicales associées à l'opposition à l'Église. Cette alphabétisation a permis le développement d'une industrie du livre qui a tout fait pour disséminer les idées de l'occultisme parmi la classe moyenne émergente. Dans cette Europe assoiffée de savoir rationnel, contrairement à l'Inde ancienne et à l'Empire arabe ensuite, la distinction entre ce qui peut être étudié scientifiquement et ce qui ne le peut pas restait floue. On a donc habillé l'occultisme de méthodes scientifiques, c'est-à-dire basées sur la raison et sur l'expérimentation empirique afin de le rendre populaire. Cet étrange pot-pourri de rationalisme et d'occultisme a résulté sur un foisonnement de loges maçonniques où se mêlaient politiques radicales et pratiques occultes. On peut les comparer à un réseau de dissidents qui offrait à ses membres entraide et protection.
Les Illuminati, un petit groupe de Bavière dissous par les autorités après la Révolution française, étaient initialement distincts de la franc-maçonnerie et simplement motivés par l'instauration de l'égalité. Des raisons d'opportunisme politique pour attirer les francs-maçons les ont menés à intégrer l'occultisme qu'ils avaient préalablement rejeté. N'oublions pas que la radicalité politique de l'époque était intimement liée à des idées de supériorité blanche dans le cadre du colonialisme et que l'occultisme, lui, était intimement lié à la recherche de l'immortalité, l'un des buts de l'alchimie. Dans un tel contexte, il n'était que trop facile de subvertir la soif de liberté et d'utiliser à mauvais escient la culture du secret de la franc-maçonnerie, notamment par des intérêts pécuniaires associés à des intérêts politiques, surtout à une époque où le capitalisme marchand commençait à être transformé en capitalisme financier. Le mouvement de libération des femmes né dans ce contexte, étant donné leur longue soumission, était d'autant plus facilement manipulable, comme on le verra dans la prochaine vidéo. Merci.